Bonjour à tous. Alors ce chapitre va concerner également les chantiers d'amélioration et on va voir donc une des méthodes des chantiers d'amélioration qui est la méthode de SMED. D'accord. Alors cette méthode donc son origine et sa justification, c'est-à-dire pourquoi on la met en place. Alors la diversité donc de la production, notamment les petites séries, représente la principale difficulté rencontrée dans les entreprises. Les petites séries, c'est-à-dire des séries qui vont donner un nombre de produits et puis on change de série et on passe à une autre série. Donc en fait, c'est quand on est dans ce cas de production, diversité de production. Donc on va passer d'une série à une autre. Quand les séries sont petites, c'est-à-dire on va produire pendant un certain temps court, enfin assez court, on va dire peut-être une demi-journée ou alors un quart de journée, et puis on change de gamme et on passe à une autre série. Et donc ça représente la difficulté parce que ça fait perdre du temps en changeant les séries. Donc c'est la principale en fait justification du SMED. Les causes principales donc de ces difficultés, le nombre élevé de changements de fabrication, c'est quand quand les séries sont petites, eh bien un nombre de changements de fabrication ou ce qu'on appelle aussi le changement de gamme, ça devient un nombre élevé. Les temps non productifs passés à ces changements, donc au moment où je fais le changement de gamme, eh bien je perds du temps parce que je ne produis pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Optimiser le temps de changement de série. Voilà. Là, bon, après il faut voir comment on va faire pour optimiser ce temps de changement de série, c'est-à-dire je vais perdre du temps, mais je vais perdre le moins de temps possible en améliorant les conditions du changement de série. D'accord? Donc là, il faut améliorer ces conditions de changement en éliminant les opérations inutiles, si jamais il y a et généralement il y a des opérations inutiles lors du changement de série. D'accord? En réduisant le temps d'exécution des opérations obligatoires, donc déjà éliminant les opérations inutiles et en réduisant le temps d'exécution parce que c'est les opérations obligatoires, je suis obligé de les faire, mais j'essaie quand même de réduire le temps d'exécution. Alors le moyen, c'est justement cette méthode qu'on va traiter aujourd'hui, SMED, Single Unit Exchange of Die. C'est quoi, littéralement parlant? Changement de matrice en une seule minute. Matrice, outils, etc. Ou bien changement de référence rapide. D'accord? Donc on peut faire dans ce sens. Changement de référence rapide ou changement de gamme aussi rapide, etc. Alors l'historique de cette méthode, c'est une méthodologie encore une fois japonaise développée par Shigeo Shingo. Elle est découverte à l'usine Mazda en 1950. Des phénomènes d'arrêt. En fait, à partir de 1950, on a commencé à voir les phénomènes d'arrêt liés au changement de série et à voir en fait les retombées de ces arrêts-là. D'accord? Donc ça diminue le rythme de production. Donc l'idée, bon, ça a continué le problème, et puis il y a eu une idée qui a commencé à émerger à partir de 1957. Idée donc transférée en temps masqué, masquer le temps, on va voir comment on fait ça. Certaines opérations alors réalisées pendant l'arrêt de machine. Il y a des opérations en fait qu'on peut faire sans arrêter la machine. C'est ça ce que j'appelle le temps masqué. C'est-à-dire la machine, elle produit encore, mais il y a des opérations qui sont liées au changement de gamme que je peux faire même avant d'arrêter la machine.
Donc depuis l'adoption par Toyota, donc elle a adopté ce système-là, hein, de travailler en temps masqué, puis le Japon et même par le monde entier, le Japon entier et pas seulement Toyota. Et à partir de là, c'est parti au monde entier. Tout le monde a commencé à utiliser cette méthode. Alors les enjeux, réduction des temps de préparation avant l'arrêt de la machine pour le changement de gamme. Ne produire que les quantités d'articles dont on a besoin déjà. D'accord? Donc vous voyez ici, je commence à optimiser la production. L'augmentation de la capacité disponible des machines. La disponibilité des machines, ça permet d'augmenter en fait les enjeux, c'est que j'obtiens ceci, la réduction des temps de préparation, et ici j'obtiens en fait, je ne produis que de manière optimale. Et ça augmente la capacité de disponibilité des machines puisque je diminue le temps d'arrêt de la machine. Donc l'accroissement de la productivité, l'enjeu ça fait accroître la productivité globale du système de production. Alors, et ça permet aussi l'amélioration des conditions d'exécution de changement, oui, optimisation de l'ergonomie des postes. Et ceci, en fait, l'amélioration de ces conditions me permet aussi de penser à des ergonomies de postes de travail beaucoup plus optimales. Et d'ailleurs, beaucoup plus, donnant plus d'aisance à celui qui va travailler dessus. Formulation d'un ensemble de recommandations incluses dans les cahiers de charge machine. Généralement, donc on va regarder les cahiers de charge des machines et généralement dans les cahiers de charge, on donne des instructions qui permettent en fait, qui donnent des recommandations qui sont très intéressantes. Dans cette optique de gain de temps, optimisation de la conception ou de l'achat de nouveaux moyens de production. C'est-à-dire ici, je vais à ce moment-là regarder le cahier de charge des machines et voir, je peux critiquer à ce moment-là. Et donc quand je conçois ou quand j'achète des machines, eh bien justement je regarde ce cahier de charge ou bien j'essaie de concevoir des machines avec un cahier de charge qui suit cette idée de SMED, de gain et de facilitation de changement de gamme. Alors le temps de changement de fabrication ou le temps de changement de gamme, c'est quoi? Définition, eh bien la gamme, elle se passe de cette manière-là. Donc dernière pièce bonne A, disons on va dire ici c'est la production. La dernière pièce et avant le changement de gamme, eh bien c'est en ce temps-là commence à la dernière bonne pièce de la série A. Je vais commencer le temps de changement de fabrication. D'accord? Et généralement, il y a un temps qui s'écoule avant, c'est démonté, etc. Peut-être préparé. Donc tout ça, c'est la préparation. Après, le temps effectivement de changement de l'outil et ensuite la remise de l'outil sur, c'est-à-dire les réglages avant la première bonne pièce pour la série suivante. D'accord? Et donc le temps de changement de série, il n'y a pas, dans tout ce temps-là, il y a un arrêt de production, c'est-à-dire là j'ai arrêté la production et le temps de l'arrêt de production continue jusqu'à la production de la série B. Et en fait, si je regarde bien, eh bien le temps de changement d'outil, c'est que ça. Donc il faudrait que ça c'est un temps sur lequel je peux jouer, donc il faut peut-être essayer de les diminuer, mais aussi jouer aussi sur ces temps-là de préparation avant et après, disons, le changement de l'outil. Le temps de changement de fabrication, c'est le temps pendant lequel la machine ne produit pas, donc il ne faut pas oublier ça. Et donc, il faut essayer de diminuer ce temps.
Alors les types d'opérations qu'on a dans un changement, enfin les types d'opérations que on peut avoir dans un changement de gamme. Alors on appelle donc une opération interne est une opération qui ne peut être effectuée que lorsque la machine est arrêtée. On appelle ça, c'est une opération interne. D'accord? Alors il ne faut pas oublier ça, ces définitions sont très importantes parce que ça va nous servir par la suite. Donc opération interne, machine arrêtée. Une opération externe est effectuée sans avoir besoin d'arrêter la machine. Externe, comme son nom l'indique, c'est-à-dire je peux le faire en dehors de l'arrêt de la machine. Donc opération externe. Opération effectuée, machine à l'arrêt. Donc on va voir le changement classique de gamme de fabrication. Généralement, donc on va critiquer ce changement classique de gamme pour après proposer un nouveau changement de gamme de fabrication. Alors, généralement, qu'est-ce qu'il y a dans ce changement de gamme? Eh bien, au début, il y a la purge, c'est-à-dire enlever les liquides de la machine, s'il y a des huiles, etc. Donc, purger la machine, démonter l'outil, nettoyer, d'accord, la machine est peut-être... oui, la machine, l'emplacement où j'ai démonté, où j'ai enlevé l'outil. Ensuite, montage du nouvel outil. Attente, le temps, il peut y avoir... Pardon, excusez-moi, le montage. Et puis, je passe dans le réglage. Je vais régler, d'accord, parce que je viens de monter, donc je dois régler l'outil. Et ensuite, je fais un essai. Et il peut y avoir un temps d'attente. Alors la phase, il y a ici avec les couleurs, on a différencié les phases. Donc dans la première phase, c'est la préparation. La deuxième phase en bleu, c'est phase effective de changement. D'accord? C'est la phase bleue. La phase rose, c'est la phase de réglage. Et puis la phase d'ajustement. Ici, donc, essai, attente, que l'essai, on va essayer pour attendre pour voir comment sort l'outil, enfin, comment sort l'objet que j'ai mis dans la machine après avoir... donc, je fais un essai et puis j'attends, forcément. Donc, c'est la phase d'ajustement. Alors, on peut considérer que la préparation des temps dans un changement de série est approximation celle relatée dans ce tableau-là. Par exemple, vous avez ici à peu près, on va regarder le temps que je peux perdre, en fait, que m'exige en fait le changement de série dans des opérations classiques. La préparation, le démontage, la vérification de la matière, les outillages, des outillages, l'outillage de contrôle, etc. Ben, ça peut me prendre de 20 à 30% du temps de changement, du temps dans le temps de changement de gamme. Montage et démontage des outils, 5 à 15%. Et puis le centrage, le réglage et les autres paramètres, 15 à 20%. D'accord? Et puis les pièces d'essai et l'ajustement, ça c'est les différentes phases, de 40 à 50%. Donc en fait, vous avez vu que ici, dans un changement de gamme classique, on peut perdre beaucoup de temps. Alors maintenant, on propose autre chose, c'est justement cette méthode de SMED qu'on va voir. Alors, par contre, donc le SMED permet d'augmenter la productivité et la capacité de production. D'accord? La capacité de la machine à produire. Donc forcément, si ça augmente la capacité, eh bien, ça augmente la production. L'augmentation de la flexibilité de la production. La flexibilité, ça vient du fait que le changement devient facile. Donc, plus facile, c'est-à-dire on perd plus beaucoup de temps. Donc, la production devient flexible. Elle passe d'une production, d'une série à une autre. L'amélioration de la qualité,
Ça permet aussi d'améliorer la qualité dans le sens où je fais un bon réglage du premier coup. Donc, il n'y a pas de, en fait, de faute à ce niveau-là. Donc, ça me permet d'avoir la bonne qualité, celle que je veux. Et puis, ça diminue le coût, donc, parce qu'il n'y a pas de perte. J'ai diminué les gaspillages, donc forcément. Et puis, je diminue le temps, donc je diminue aussi l'énergie. Et donc, ça a des retombées sur le coût de production. La réduction des stocks, là aussi, donc ça permet au flux d'être fluide. Et si je perds moins de temps, ça veut dire que les stocks, que ce soit des stocks intermédiaires ou les stocks avant, c'est-à-dire que la matière, elle circule. Donc les stocks, forcément, ils vont être réduits. Élimination des erreurs de réglage, oui, ça permet d'éliminer les erreurs de réglage parce que je vais mettre en place des méthodes de telle manière à diminuer justement ces temps de réglage. Et la diminution du temps de réglage, ça me permet de mettre des outils ou des manières de faire le réglage de telle manière à ce que ça soit bon du premier coup. Donc là, ça permet, par exemple, je peux mettre en place du Pokayoke, une méthode Pokayoke pour justement éliminer les erreurs de réglage, par exemple. Et là, donc c'est un atout. Alors, toujours les atouts, diminution du nombre de rebuts et de pièces de réglage. Il y a moins de rebuts, forcément, et puis il y a moins de pièces de réglage parce que je vais mettre en place un réglage qui ne demande pas beaucoup euh, d'outils et de pièces dans le réglage. Donc, je pose directement l'outil et puis il prend sa place. Confort et travail rationnel des régleurs, là aussi, donc j'ai mis en place quelque chose, donc le réglage qui se passe très vite, donc forcément du premier coup il y a sans erreur, donc ça donne du confort pour le travail du régleur. L'augmentation de la sécurité aussi, si j'ai bien placé les choses, forcément il y a une augmentation de la sécurité. Nettoyage aussi simplifié parce que en fait j'ai étudié le fait que ça soit bien, toutes les choses vont se mettre en place très vite, donc forcément, même j'aurais pensé aussi même au nettoyage. Donc les accessibilités sont pas difficiles à obtenir à des endroits donnés, donc forcément le nettoyage doit être simplifié. Et surtout une nouvelle attitude et motivation du personnel, et bien ça c'est tout à fait normal. Alors le principe du SMED, justement avant l'application du SMED, donc on a dit qu'on peut séparer les opérations dans le changement de gamme en opérations internes, vous avez ici, donc celles qui vont se passer pendant l'arrêt du processus de fabrication, donc les opérations internes, et il y a les opérations externes réalisées en préparation, c'est-à-dire avant l'arrêt de la machine. Donc il y a des opérations qui sont externes et il y a d'autres opérations qui sont internes. Et dans les opérations internes, là on n'a pas encore appliqué SMED, juste on fait une analyse. Il y a des opérations inutiles qu'on fait mais elles sont inutiles. Il y a des opérations qui sont nécessaires. Et il y a des opérations qui sont transférables en temps masqué, qu'on fait en temps qui n'est pas masqué, c'est-à-dire c'est des opérations internes, mais en fait qu'on peut transformer en opérations externes. D'accord? Et donc, SMED, qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, les opérations externes, bon, elles restent externes, c'est bien, parce qu'elles sont externes, elles n'arrêtent pas la machine, mais je vais travailler sur ces opérations-là. Les opérations nécessaires, elles sont nécessaires, donc je les laisse, elles sont là. Donc, je ne travaille pas sur ça. Je travaille d'abord sur les opérations inutiles. Donc, j'essaie de les éliminer par le SMED. D'accord? Et puis, les opérations transférables en temps masqué, je, je les élimine en temps masqué et elles passent en temps externe, en opération externe. Donc, les opérations après l'application de SMED, j'aurai
les applications qui ont réalisé en préparation, plus les opérations qui ont été transférées. Donc tout ça, ça devient externe. Les opérations nécessaires, elles viennent là, et puis celles-là, elles sont annulées. D'accord? Donc finalement, après, j'obtiens ceci. Eh bien, le temps des opérations internes, ça devient ce temps-là. Et donc, j'ai gagné le temps des opérations qui sont transformées en temps masqué, et j'ai gagné le temps des opérations inutiles que j'ai éliminées. Alors, la méthodologie, comment on fait pour la méthode d'application du SMED? D'abord, il faut créer un groupe de travail. Donc, l'application de SMED relève d'une démarche volontaire, toujours volontariste, hein, et motivée. Donc, il faut que les gens qui vont mettre en place SMED, il faut qu'ils soient volontaires et motivés, où les améliorations doivent se planifier et se mesurer. D'accord? Donc, il y a la planification, mais il y a aussi la mesure. SMED est une méthode participative, donc tout le monde doit participer, surtout bien sûr le groupe de travail. Pour réussir, elle doit s'appuyer sur des groupes de travail et compter sur l'adhésion de tous. D'accord? Donc le travail doit être fait en groupe et tout le monde doit adhérer. La direction nomme un groupe de travail pluridisciplinaire. Généralement, donc, c'est la direction qui va nommer un groupe de travail, mais qui doit être pluridisciplinaire. Et la direction, elle va fixer les objectifs généraux. Donc, c'est à la direction de fixer les objectifs généraux. Donc, l'équipe à laquelle est confiée la mission d'améliorer un changement de fabrication, eh bien, elle est constituée de membres de l'entreprise, forcément, hein, sur place, ayant des fonctions dans ces domaines. Alors, les domaines des méthodes, domaine de la qualité, domaine de la logistique, de l'entretien, en fait, tout ce qui concerne, finalement, c'est tous les domaines, hein. Et surtout, d'un ou plusieurs opérateurs. Les opérateurs, c'est important parce que c'est eux qui sont directement, qui agissent directement sur la machine. Les monteurs, ceux qui vont monter l'outil, et puis ceux qui sont spécialistes en réglage, les régleurs. Donc les opérateurs qui vont travailler sur la machine, les monteurs, ceux qui montent les outils sur les machines, et puis ceux qui les règlent. Et parfois parfois c'est la même personne, hein, mais parfois c'est différent. Ça dépend du type de machine sur lequel travaillent ces opérateurs. Des fois, l'opérateur lui-même, il est monteur et régleur, mais des fois, on a besoin de régleur tout seul, monteur tout seul, etc. Le rôle d'animateur technique, il est confié à un membre de ce groupe, le groupe de travail. Il doit avoir assimilé les principes de la démarche SMED et piloter la mise en œuvre. Ça, c'est l'animateur ou le pilote, si vous voulez. Progression de la démarche. Alors, comment progresse la démarche? Eh bien, la démarche, elle se fait en 4 phases chronologiques, c'est-à-dire les unes derrière les autres. Première phase, analyser. Deuxième phase, on va voir ce qu'il y a dans l'analyse. Comment on fait l'analyse. Deuxième phase, on va dissocier et on va voir qu'est-ce qu'on doit dissocier. Il y a des choses qui sont associées qu'on devrait dissocier. Et puis, bon, ici, je vais vous dire, hein, dissocier les opérations internes des opérations externes, parce que c'est ça le plus important. Il faut d'abord, on a défini opération interne qui se passe avec l'arrêt de la machine et opération externe sans arrêt de la machine. Donc, il faut dissocier déjà, différencier quelles sont les opérations internes, quelles sont les opérations externes. Ici, dans convertir, eh bien, les opérations qui sont convertissables en externe, qui sont internes maintenant et qu'on peut convertir en externe, eh bien, on va le faire dans cette étape, la troisième étape. Et une fois qu'on a terminé, eh bien, on passe à la quatrième étape, d'en réduire, c'est-à-dire on va voir dans les opérations internes qui sont obligatoires, alors là, il faut réduire ce qu'il y a à réduire. C'est-à-dire, là, innover, changer peut-être les réglages, changer les outils, la forme des outils, etc. pour essayer d'avoir
Et puis, oui, justement, disons, jouer sur le réglage et la préparation, par exemple, d'une opération, pour essayer de réduire ce changement de gamme. Je suis passé trop... Voilà. Alors, je suis toujours dans la progression de la démarche. Donc, première étape, on a dit analyser. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'analyse? Analyse, donc dans cette étape, on fait l'analyse d'un changement de fabrication dans l'état initial. Comment il se fait avant tout, initialement. Le but donc est d'objectivement analyser toutes les opérations réalisées lors de ce changement. Donc on se met à côté de la machine et devant l'opérateur et celui qui change la gamme et on regarde de manière très détaillée toutes les opérations, on énumère toutes les opérations de changement qui ont été réalisées. Le moyen idéal est la réalisation d'un film vidéo qui va donner la chronologie exacte des opérations. Donc il va me permettre d'organiser dans le temps ces différentes opérations les unes derrière les autres. Ensuite, une fois que j'ai fait la liste de tout ça et j'ai analysé tout ce changement de gamme initial, je vais commencer à identifier et donc dissocier les opérations internes des opérations externes. Cette étape, elle consiste à identifier si une opération, il faut juste dire est-ce qu'elle est interne, est-ce qu'elle est externe, parce que j'ai fait l'analyse. Je vois que interne, elle se fait dans l'arrêt de la machine, dans la période d'arrêt de la machine. Externe, elle se fait avant l'arrêt de la machine. Puis à effectuer celles qui sont externes avant l'arrêt de la machine. D'accord? Donc ici, après, l'utilisation d'un tableau de vérification peut s'avérer utile. Donc ici, je vérifie est-ce que c'est externe, est-ce que c'est interne et je coche. Et je passe après à l'étape de la conversion, donc convertir pour la partie fonctionnelle de la machine. Beaucoup de réglages en interne peuvent être réalisés en externe. Donc ici, déjà, il y a des réglages qui se passent en interne, c'est-à-dire avec l'arrêt de la machine, mais qu'on peut réaliser en externe. Et donc, je vais critiquer vers dire, ça c'est convertissable, cette opération est convertissable, cette opération ne l'est pas, etc. Transformer les réglages internes en réglages externes, celles que je peux transformer en réglages externes. On peut parfois dédoubler les organes d'une machine, permettant ainsi au réglage de se faire à côté de celle-ci. C'est-à-dire s'il y a des réglages avant de monter, donc je peux dédoubler les outils pour faire les réglages avant de placer l'outil dans la machine pendant que l'autre outil il est en train de fonctionner. Alors donc elle est en marche. Après donc je passe à la quatrième étape qui est la réduction, c'est réduire. Alors elle concerne les réglages internes qui n'ont pas pu être transformés en réglages externes. Donc ces réglages là, il faut réduire le temps. Ce sont eux qui déterminent le temps d'arrêt de la machine. Donc si j'arrive à réduire le temps d'exécution de ces réglages là, donc ça va me réduire le temps de l'arrêt de la machine. De nombreuses techniques concourent à leur rationalisation. Donc il faut que ça devienne rationnel. Alors les techniques sont les suivantes. Par exemple, je vous donne l'exemple de Formule 1. Synchronisation des tâches. Les opérations sur les grosses machines nécessitent de travailler à la fois à l'avant et à l'arrière de celle-ci. Donc à ce moment-là, par exemple, faire exécuter le changement en parallèle par deux opérateurs supprime les déplacements inutiles. Donc si au lieu qu'un opérateur se déplace à l'avant et à l'arrière de la machine, je mets deux opérateurs.
et ça va accélérer le travail. Ici, par exemple, vous voyez, c'est une voiture de course et ceux qui vont changer, il y a ceux qui vont mettre du carburant, ceux qui vont changer, chacun va changer une roue, donc plusieurs opérateurs qui vont faire un travail de changement, de pneus peut-être, d'ajout de carburant, etc. en même temps. Et donc à ce moment-là, on peut gagner du temps. Élimination des ajustements, par exemple, là, je peux aussi diminuer le temps de réglage. Dans les opérations, la phase d'ajustement, par exemple, elle prend beaucoup de temps en réglage interne. Alors, amener l'outil dans sa position de travail, déjà, amener l'outil dans la position où il faut se mettre. Des fois, par approximation successive, je fais un essai, je corrige, je fais encore un essai, etc. Et ça prend du temps. Sur les moyens mécaniques, les positionnements sont en nombre illimité et les déplacements se font en continu. Donc, tout ça, c'est des ajustements. Dans la pratique, quelques positions seulement sont utilisées. Donc, il y a des positions qu'on essaie et puis position d'outils, etc., qu'on essaie et puis qu'on élimine par la suite. Et donc tout ça, ça prend du temps. Les repérer et mettre au point des systèmes permettant de les retrouver directement. Au lieu de poser une pièce d'une certaine manière et puis essayer de voir que poser comme ça ne rentre pas. Et après, donc je mets des repères et puis les repères me permettent de placer la pièce là où il faut du premier coup, directement. Pour cela, utiliser par exemple, on peut utiliser des cales, des gabarits, des repères, etc. Par exemple, ici vous avez le serrage fonctionnel. Par exemple, si j'ai besoin de faire un serrage, c'est comme celui-ci. Un serrage fonctionnel est un système de fixation maintenant des objets en place avec un minimum d'effort. Ici, vous avez juste à déplacer le levier pour fixer par exemple ces plaques entre elles. Au lieu d'utiliser des vis et tourner, on utilise un levier. D'accord, donc ça permet, ça c'est une bride de serrage, ça permet de serrer en un seul coup. Toutes ces 4 étapes, donc on est toujours dans la progression de la démarche. Ces 4 étapes, donc analyser, dissocier, convertir et réduire, permettent d'arrêter moins longtemps l'installation, d'accord, pour effectuer un changement de série. Mais malgré tout, elles ne permettent pas ou très peu de diminuer le temps de travail de réglage, pas souvent, parce que la réduction, c'est pas toujours évident, pas lié aux aléas. Bien sûr, il y a des aléas, donc à ce moment-là, je ne sais pas moi, un outil qui casse, etc. Donc à ce moment-là, on va perdre du temps, mais ça, c'est les aléas. Boulon qui grippe, matière non disponible, panne, etc. Ça, c'est les aléas. Il convient d'ajouter 2 autres étapes. Diminuer le temps de travail du régleur. Donc on peut ajouter une étape, c'est diminuer le temps de travail du régleur en diminuant ou en supprimant les tâches externes, carrément. Les tâches externes, donc on va lui diminuer le temps de travail. Donc même les tâches externes, je peux essayer de voir comment les diminuer. Ou bien fiabiliser aussi, je peux fiabiliser le processus en menant des actions de type checklist. Donc le processus, une fois que je l'ai mis en place, il faut le fiabiliser. Donc checklist pour voir si les opérations sont faites les unes derrière les autres. Maintenance préventive avant qu'il y ait des problèmes qui arrivent. Donc je place un système de maintenance préventive. La fiche de réglage qui dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans le réglage. La capacité, l'adéquation à réaliser une performance donnée. C'est-à-dire, donc il faut jouer sur la capacité de la machine à me donner une performance, celle que j'ai choisie, la planification, etc. Donc le processus
la planification pour que le processus soit fiable, qu'il se fasse toujours de la même manière. Donc il faut garantir cela si je veux que ma démarche marche bien. Alors, plan d'action en entreprise, différentes étapes du plan d'action. J'ai définition des objectifs, d'abord les étapes qu'il faut prendre. Donc, définition des objectifs généraux. Généralement, ça se fait par la direction. Ensuite, il y a l'information, la sensibilisation des personnels concernés. En atelier, les gens de maîtrise, les cadres, etc. Choix d'un chantier pilote. On peut toujours commencer le chantier SMED en choisissant de le placer dans un chantier pilote et après le généraliser dans les autres chantiers. On va choisir un poste représentatif, un poste en fonction de qui va représenter en fait tous les autres postes. Perspective de pourquoi dans une perspective de généralisation. Formation de groupes de travail. Donc il y a une étape où je vais former les groupes de travail, groupe élargi, groupe opérationnel. Donc élargi ceux qui sont concernés, tous. Et puis le groupe opérationnel, c'est lui qui va travailler effectivement sur le terrain. Tournage de séquences vidéo sur les chantiers pilotes, bien sûr, c'est ce qu'on a dit avant de placer SMED, pour voir les gammes de changement, comment elles se passent. L'analyse du film et des opérations de changement de fabrication, donc il faut prendre le temps d'analyser. Définition d'un plan d'action par la suite, comment on va comment on va faire le travail. Ensuite, une fois qu'on a défini le plan, on valide ce plan-là. Bon, pour la validation, c'est des réunions, c'est l'appel à des experts, c'est peut-être la vérification à un moment donné et voir si ça marche et puis on le valide, etc. La mise en œuvre du plan, donc on peut mettre en œuvre par la suite, une fois qu'il est validé, je peux le mettre en œuvre, c'est-à-dire commencer à l'exécuter. Ensuite, bien sûr, pendant l'exécution, je fais les mesures, le suivi des actions, etc. Et quand j'ai fini, eh bien, on fait un bilan du chantier SMED. Et après le bilan, bien sûr, on peut commencer l'extension à d'autres postes dans l'entreprise. Bien sûr, il faut que le bilan soit positif et à ce moment-là, on peut voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les erreurs qu'on a faites, etc. Et là, on peut mettre en place une extension à d'autres postes ou d'autres chantiers. Alors ici, c'est juste un exemple de déroulement d'un chantier pilote, définition des objectifs par la direction générale, un jour de formation élargie pour ceux qui vont être tout près du chantier et ceux qui vont être autour du chantier, création du groupe de travail par la suite. Donc tout ça prend pas beaucoup de temps, un jour, hein, on peut faire ça, création du groupe de travail, l'information de l'ensemble du personnel, choix d'un poste, formation d'un groupe de travail. Donc on peut prendre une journée pour démarrer le chantier SMED. Une demi-journée pour faire les vidéos. Ensuite, je vais analyser. Donc l'analyse, ça peut prendre beaucoup de temps, d'accord ? Et la réalisation du plan d'action. Donc on peut imaginer par exemple un mois. Ensuite, la validation par la direction, la mise en œuvre, les mesures, le suivi, etc. de 6 à 9 mois. Et par la suite, je mets en place un bilan. Bon, ici, 6 à 9 mois pour cet exemple-là. Ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. D'accord, donc c'est en fonction de la grandeur du chantier pilote. Est-ce qu'il est petit ou est-ce qu'il est grand et est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Donc c'est en fonction du cas. Ensuite je fais un bilan et à partir du bilan, ben, je fais l'extension pour poursuivre la mise en place du SMED. Alors les chantiers qui peuvent être associés à ce chantier-là, à cette méthode,
la méthode 5S qu'on a vue la dernière fois. Donc c'est important de mettre en place 5S avant de mettre en place SMED parce que ça permet déjà d'organiser les postes de travail. D'accord? Et là, on peut y voir clair pour mettre en place SMED. Le Pokayoke, c'est important et ça peut être en même temps que le SMED, c'est-à-dire dans le changement d'outils, etc., dans le placement, le réglage, etc. Le Pokayoke, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut servir. Oshin, management d'une méthode pour fixer une direction, c'est-à-dire pour ne pas aller ailleurs, c'est-à-dire la rigueur vers l'objectif fixé. Oshin, ça vous permet de rester sur votre objectif initial du SMED, hein, de ne pas s'éparpiller à droite et à gauche. Et puis, ça peut se placer aussi avec d'autres méthodes d'amélioration. Alors, il y a des pièges qu'il faut éviter. On distingue deux types de ressources en fait. Dans les ressources, il y a les goulots, donc les ressources de capacité limitée. Ressources, c'est-à-dire tout ce qui me donne un processus, c'est une ressource, d'accord, qui me donne une valeur ajoutée. Donc il y a ce qu'on appelle les goulots. Donc c'est des ressources avec capacité limitée, c'est-à-dire la capacité, ce qui sort de ce goulot-là, c'est vraiment limité. Dans une chaîne de production, par exemple, là où j'ai le flux qui est un peu retardé, je l'appelle ça comme étant un goulot. Retardé et serré. Donc à partir de ce goulot-là, c'est comme un entonnoir. De plus en plus, il va me donner une capacité. Donc ce que je vais retenir de ce produit-là, c'est disons, ce goulot-là, il va me donner moins de produits que s'il n'y avait pas de goulot, que si les choses passaient pas par cet entonnoir. D'accord? Le non-goulot, c'est une ressource avec une capacité, même ça peut être en excès. Donc il y a d'un côté le goulot donc, qui sert la capacité, qui la diminue, et le non-goulot augmente la capacité. Donc si j'ai une capacité en excès ou vraiment ce que je veux, il est absurde d'appliquer SMED à un non-goulot. D'accord? Il est absurde d'appliquer. Si je n'ai pas de goulot, ça veut dire je n'ai pas de capacité limitée. C'est absurde de l'appliquer en non-goulot. Au contraire, si je veux augmenter la capacité, eh bien je l'applique, SMED, je l'applique quand il y a des goulots de production. Vouloir en faire de trop, c'est donc un piège. Alors, ici, vous avez un exemple, application industrielle, un exemple d'application du SMED. Donc ici, j'ai un opérateur. Donc la chaîne entre deux opérateurs, on va dire. L'opérateur, il est A, il est sur son pupitre, il commande en fait le passage de la production vers l'opérateur B que lui, il va recevoir derrière la machine en fait, et puis il va dès que son bac il sera plein, il va le déplacer et il remettra un autre bac. Et donc l'ancienne fabrication, le cours, elle est en cours, hein, et on est en train de filmer, d'accord? Parce qu'il va y avoir un changement de gamme. Donc les outils qu'on va utiliser pour la mise en place du SMED. D'abord, j'utilise un relevé d'observation en continu. Observation, je continue, donc j'utilise une sorte de fiche comme celle-ci, donc où j'aurai ici le top horaire, c'est-à-dire ici je mettrai les opérations de changement de gamme, d'accord? Et le top début, top fin de chaque opération. Début, fin. Pour chaque opération, vous voyez que c'est ici entre une opération, je la mets dans une case et le début et la fin, le temps de début et la fin, heure, minute, seconde.
donc le top horaire en A, en B j'ai les opérations, en C je mets la durée, donc chaque opération j'ai sa durée en temps, en secondes peut-être, oui. Et puis est-ce qu'il y a des déplacements, donc oui ou non, des déplacements, et puis aussi je peux le compter en nombre de pas, hein. Ici, bon, euh, ça dépend, ici je peux en nombre de pas et après je vais convertir en minutes parce que j'ai besoin de ça en minutes. Et puis est-ce qu'il y a des outillages, etc. Dans cette colonne, je peux mettre l'outillage, déplacement, et ensuite dans D, je mets déplacement et dans E, je mets l'outillage. Alors l'ancienne fabrication maintenant, elle est arrêtée, donc la personne, l'opérateur B, il a déplacé les bacs et l'opérateur A il est encore en place parce qu'il va changer la gamme. Alors je fais un relevé pendant l'arrêt, arrêt fin de série et recul de la bobine, les opérations qui se font. Là c'est pour un opérateur et là c'est pour le deuxième opérateur, le premier et le deuxième. Deuxième opération, enlever la bobine, avancer la bande, etc. Donc top départ, top arrêt de cette opération. Après, dès que j'arrête cette opération, je commence l'autre, départ, arrêt. La durée, les déplacements en pas pour chacun, et puis l'outil. L'outil pour le premier, par exemple, c'est le pupitre, le palancher, etc. Deuxième opérateur, c'est pareil, donc le relevé d'observation. En fait, je remplis le relevé d'observation. Ici, ça signifie que l'opérateur, il tourne autour de la machine, à l'avant de la machine et à l'arrière de la machine. Et le nombre de pas étant 15 ici. La machine est libérée maintenant. Ensuite, donc la remise en fait en marche. Donc là, les opérations de remise en marche, est-ce que ça demande combien de durée, combien de pas, de déplacement, et puis les outils. S'il y a des outils, bon ici le pupitre, c'est le pupitre sur lequel travaille l'opérateur. Et là, donc commencent les réglages, ils sont effectués. Donc les réglages, changement de numéro de traçabilité, déplacement, etc., commande, presse, donc vous pouvez regarder ça. Et puis on remplit la fiche. En fait, cette fiche d'observation, elle est remplie pour toute l'opération au moment de l'arrêt de gamme jusqu'au commencement de la deuxième gamme. D'accord, la nouvelle fabrication est lancée. Ok. Maintenant, toutes ces observations qu'on a effectuées, voilà l'observation qu'on a effectuée pour le premier opérateur, pour Duchemin et pour Vidal, leur nom. Bon, il y a les indications, quelle est la date, et puis sur quelle machine, où ça se trouve, etc. Et puis les différentes observations qu'on a mis. Vous avez ici les clés qui vous donnent les signes pour un déplacement vers l'arrière, en haut, en bas, dans ce sens, dans l'autre sens, et puis tourner autour de la machine, etc. Donc on peut faire, pardon, on fait le total du temps de changement pour le premier opérateur, pour le deuxième opérateur, et puis le nombre de pas, par exemple, pour les deux. Alors, après, donc dans la fiche, tout à l'heure c'était l'observation, maintenant c'est la grille d'analyse. Maintenant, je vais utiliser la grille d'analyse pour chaque opérateur. Donc, ça c'est toutes les opérations effectuées par Duchemin, par exemple. Eh bien, je prends toutes ces opérations qui ont été effectuées par celui-ci, leur durée, et puis le fait constaté. Par exemple, pour celle-là, il n'y a aucun fait. Pour celle-là, il y a un déplacement. Pour celle-là, il y a une attente, etc. Donc, les faits constatés. Est-ce que je peux extraire, c'est-à-dire externaliser l'opération ou pas? Oui, par exemple, pour celle-là. Les autres, pas. Hein, si on n'a rien dit. Conversion simple, par exemple pour celle-ci, oui.
Conversion à étudier, non, c'est pas la peine à étudier parce qu'en de toute manière, on va pas. C'est-à-dire, puisqu'on a répondu oui ici, c'est non là. Et puis, idée pour réduire. Oui, il y a une idée pour réduire, par exemple, ici et là, etc. Donc là, c'est l'analyse. On analyse les différentes opérations. Est-ce qu'on peut est-ce que d'abord elles sont externes ou internes? Est-ce que c'est simple de les externaliser, etc. Par exemple, opération à extraire. Ici, non, c'est des opérations internes, donc qu'on ne peut pas extraire. Idée pour réduire, ça c'est une opération interne, je peux réduire par exemple ici. Voilà, donc là je réponds. Et puis je fais l'analyse pour chacun. Le total de temps c'est 48 minutes, c'est comme on a vu tout à l'heure sur la fiche d'observation. Pour Vidal c'est pareil, et bien je fais ça pour le deuxième opérateur. Et par la suite un diagramme d'activité. Alors dans le diagramme d'activité vous avez une échelle de temps. Et puis donc le temps en fait il est séparé en ici je pense que c'est j'essaie de lire en fait l'échelle de temps. Donc vous essayez de voir ça par la suite. Bon ici ça correspond à 2 minutes, hein. Voilà. Chaque case correspond à 1 minute. Donc, première opération pour le premier opérateur, là. Deuxième opérateur, d'accord. Et les différentes opérations exécutées par chacun. Et puis le temps que chacune prend. La première, elle prend 1 minute. La deuxième, elle prend 2 minutes. La troisième, elle prend 4 minutes. D'accord. Et puis, alors, en rouge, le temps qu'on peut éliminer, on le met en rouge. C'est-à-dire, si ici l'opération est une partie de l'opération, là c'est une réduction en fait de cette opération-là. D'accord. Là c'est une opération qui a été complètement externalisée. Hein, toute l'opération qui se passe en 1 minute, elle a été externalisée. Celle-là, elle est restée telle qu'elle. Donc en rouge, là c'est une opération réduite. D'accord. Et là aussi c'est une opération réduite, hein, qu'on a réduit. D'accord. Et on a laissé une partie et on a réduit. Et là c'est toute l'opération, elle est en rouge, ça veut dire qu'elle est passée en opération externe. Ici celle-ci par exemple, toute l'opération là, elle est passée en opération externe, etc. Et puis en rouge, donc on met tout le temps que je peux gagner sur les opérations effectuées par cet opérateur. Après, je mesure le temps que j'ai gagné dans chaque opération et je fais le total. J'ai gagné 26 minutes je peux gagner 26 minutes pour cet opérateur. Je fais la même chose pour l'autre opérateur et je peux gagner 31 minutes. Après, je fais un récapitulatif en fait. Donc toutes les opérations ici où il y a des changements, je les remets pour le premier, pour le deuxième opérateur. La durée de gain, hein, finalement. Et puis nombre de personnes ici, donc c'est juste une personne. Le gain, 1 minute 30. La durée en fait de l'opération et qu'est-ce que je peux gagner sur l'opération, etc. Donc le gain durée en minutes. Dépenses prévues si jamais il y a des dépenses, mais sinon c'est pas la peine. Le responsable et puis le délai pour rendre. En fait, quel jour. Bon, ici le délai ça veut dire le 15-6 et le 15 du mois 6. D'accord. Quand est-ce qu'il faut exécuter ça? À partir de quand? Et après, donc, je fais le total. Le temps actuel pour les deux opérateurs, finalement, ça c'est la mesure qu'on a faite dans la première fiche. Pour chacun, on a ajouté le temps pour les deux opérateurs, donc 96. Le gain que je peux faire pour les deux, c'est 57 minutes. Pour chacun, on a réalisé un gain, donc j'ajoute les deux gains. Le nouveau temps pour les deux opérateurs, c'est 39 minutes, donc pour les deux en même temps.
Donc finalement, je suis passé de 96 à 39 minutes. D'accord? Le nouveau temps de changement d'outil, si je veux le calculer, ben je divise par 2 parce qu'il y a changement d'outil. Donc 19, 30 minutes pour chacun. Je divise en nombre d'opérateurs. D'accord, donc finalement, voilà, j'ai fini l'exemple. En fait, c'est comme ça que je traite si je veux mettre en place SMED. En conclusion, donc, on va dire que SMED, c'est un outil de gestion industrielle qui vise à réduire les temps de changement de gamme. Ça, on a bien compris, de gamme de fabrication, en impliquant tous les services gravitant autour de la production. Ça implique tout le monde, hein. C'est une méthode relativement simple à mettre en œuvre. Oui, c'est simple, vous avez vu, il suffit de faire des observations et de faire des propositions pour gagner du temps. Il en résulte des gains de temps et des réductions des coûts qui peuvent être vraiment considérables. Voilà ce que je voulais dire sur ce chapitre-là. Oui, il y a encore, c'est pas fini. Alors, SMED est donc une action dont le bénéfice dépasse largement son objet, car ces changements-là de comportement peuvent être étendus à toute l'entreprise et à d'autres sujets. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça permet aux gens d'être efficaces. Donc, c'est tout un esprit qui va changer dans l'entreprise. Pour aller plus vite, plus loin, il est très utile de valoriser les résultats obtenus en organisant des visites, par exemple. Donc, il faut valoriser ce qu'on a obtenu comme résultat en organisant des visites, en publiant des indicateurs de progrès, oui, dans le journal d'entreprise. C'est-à-dire, on va mettre tout le monde au courant des évolutions qu'on a obtenues, en exposant des panneaux d'explication, etc. Voilà, donc là, j'ai vraiment fini.